9e épisode de notre grande série consacrée aux paysans bretons pendant la Première Guerre mondiale. Commencée il y a 2 ans, cette série ne dépasse pas la moyenne des 400 vues. Je pourrais me décourager, mais un breton, ça a la tête dure, donc je continue. D'ailleurs, je vous invite à découvrir d'autres chaînes sans rapport avec le thème qui nous occupe, mais qui, comme moi, restent coincées sur l'autoroute de YouTube. Gianni Chinical qui dispense des cours de chinois, Simon Vesperini qui prodigue des conseils à l'expatriation, et l'émission 5 minutes bretonnes qui donne un regard percutant sur notre belle province, la Bretagne. Je vous mettrai le lien de leur site en fin de vidéo. Donc, comme me disais-je, je reste coincé sur l'autoroute de YouTube, pendant que d'autres passent par la voie d'arrêt d'urgence, avec souvent des vidéos médiocres, tape à l'œil ou carrément à chier. Ces opprobres du métier saccagent un sujet aussi grave que la Première Guerre mondiale. 1915, la guerre fait rage partout, sur terre, dans les airs et sur mer. 1915, c'est la suite de la guerre de tranchées, c'est-à-dire de la guerre de position, amorcée après la course à la mer que nous avons déjà traitée dans l'épisode 6. 1915, c'est aussi l'année où les premiers dirigeables, les zeppelins allemands en l'occurrence, bombardent les populations civiles françaises et anglaises. 1915, c'est la guerre sous-marine à outrance. 1915, c'est l'apparition terrifiante des lance-flammes et des gaz de combat. 1915 enfin, c'est l'année la plus sanglante du conflit, avec plus de 350 000 tués côté français. En 1915, c'est comme en 1914, pour la façon dont on relate l'actualité. Et la presse sous contrôle fabrique un récit de la guerre, et nous prenons pour exemple le journal le plus vendu en Europe à cette époque, Le Petit Journal, où on attise la haine de l'allemand. Après l'affaire des soi-disant mains coupées en Belgique en août 1914, un bobard parmi tant d'autres. Par conséquent, si l'on feuillette Le Petit Journal en 1914, on constate qu'en 1915, on n'a pas beaucoup progressé dans la nuance. Le peuple français doit comprendre que l'allemand est très méchant et que le Kaiser Guillaume est un affreux bouilleur d'enfants. Un siècle plus tard, qui oserait dire que la presse a évolué quand on voit la manière dont le conflit russo-ukrainien est traité? Vladimir Poutine a remplacé le Kaiser Guillaume II. Aujourd'hui, nous allons coller au plus près du quotidien des soldats du 48e régiment d'infanterie, dont vous connaissez maintenant 3 d'entre eux, puisqu'il s'agit de Pierre Veillant, Pierre Chapin et Ange Queret. En cette année 1915, des gars de leur village ont grossi les rangs de l'armée, mais dans d'autres régiments. Et là, on atteint les extrêmes, avec le frère d'Ange Queret, Victor, 18 ans, et Jean, 44 ans. Avec 2016 morts par jour en 1914, soit un total de 313 758 tués en 5 mois, les limites d'âge sont complètement bouleversées. Où se trouve le 48e régiment d'infanterie en ce début d'année 1915? Eh bien, c'est dans le nord de la France, près d'Arras, en Artois. Secteur plutôt calme jusqu'au 9 mai pour nos 3 paysans soldats. En revanche, ça barde, non loin de là, avec la première offensive de Champagne que vous voyez sur cette carte dynamique et qui va durer du 14 décembre 1914 au 17 mars 1915. Mais nos soldats bretons ne sont pas concernés. Ce que vous voyez, ce sont les journaux de marche et opérations des corps de troupes. Nous allons nous appuyer sur eux tout au long de cet épisode, car ils sont écrits de la main de l'officier désigné à cet effet, et il y en a un par régiment. Mois après mois, nous allons naviguer des lieux de cantonnement au front proprement dit, voire au champ de bataille, le 9 mai 1915, date particulièrement importante, et vous verrez pourquoi. Jacques Tarot nous en dit plus au sujet de ces précieux journaux de marche qui nous permettent de suivre au quotidien l'avancée de nos soldats. Les journaux de marche qui étaient écrits normalement dans les jours qui suivaient par l'officier de permanence de l'état-major du dit régiment, normalement tous les soirs, etc. Donc il est bien évident qu'un certain nombre ont disparu, puisque certains régiments ont été un peu bousculés, ou brûlés, ou des accidents, etc. Et dans certains cas, il n'y avait plus d'officiers pour remplir, plus d'officiers présents pour remplir effectivement ce journal de marche. Le journal de marche, il est d'une manière générale beaucoup plus précis que les historiques, parce qu'il peut décrire à l'heure près des activités quand c'est nécessaire, et il peut être nominatif jusqu'aux soldats, dans certains cas, lorsque pour tel ou tel, malheureusement, incident ou telle perte. Donc il est d'une autre précision. A priori, lui, il est plutôt neutre dans ses commentaires. Il ne fait pas d'office et on a fait telle chose de telle heure à tel moment avec tel moyen. Il n'y a pas de notion de superlatif, en quelque sorte. Par contre, des fois, il peut être, justement, pour la bataille des frontières,
il y a tellement de morts qu'ils ne font pas la liste, parce que d'ailleurs ils ne savent même pas toujours combien il y en a exactement. Donc c'est un paquet, 250 pertes, point. Mais dans d'autres cas, ça peut être très très précis et très utile. Là, c'est sûr que c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus complet qu'un historique de régiment. Au mois de janvier 1915, nos 3 paysans bretons de Saint-Laurent-Plémy vont avec leur 48e régiment d'infanterie de Guingamp faire des va-et-vient entre les cantonnements de Varlus et Simancourt et les tranchées de Bellacourt, Brétancourt et Berlebois. On compte seulement 9 blessés et 1 mort, même si le journal de marche comprend un blanc de 6 jours. L'église de Grosville est bombardée par les Allemands. Conclusion de ce mois de janvier 1915, le 48e régiment d'infanterie a passé plus de temps dans les cantonnements que dans les tranchées. Le mois suivant, nos 3 soldats quittent leur cantonnement pour rejoindre ceux de la commune de Anzin-Saint-Aubin, mais c'est toujours à Bellacourt et ses environs qu'on surveille les Allemands. Durant ce mois de février, on déplore 17 blessés et 11 morts. 2 faits notables aussi ce mois de février, 160 hommes arrivent en renfort, le 22 février précisément, et c'est la création de la section cinématographique de l'armée. À partir du 10 mars, les bombardements allemands sont de plus en plus violents. Les conséquences pour le régiment sont de 12 tués et 60 blessés. Le théâtre des opérations s'est déplacé vers Roclincourt, mais c'est toujours à Anzin-Saint-Aubin que nos 3 paysans soldats cantonnent. Les bataillons sont, à l'exception des grandes offensives, soit envoyés à tour de rôle, soit font l'objet d'un cantonnement général. Mais au mois d'avril, il n'est pas encore question de grande offensive et la ligne de front n'a presque pas bougé. Les Allemands, ils sont là pour envahir. Donc, ils avancent, ils creusent, ils s'installent. Alors que les Français sont encore dans « on va les chasser ». C'est pour ça qu'au fur et à mesure que la guerre va s'installer dans la durée, les tranchées allemandes vont être carrément bétonnées, vont être... je ne veux pas dire sur les tranchées 3 étoiles, mais c'est un petit peu ça, les abris aussi, ils sont bétonnés. On le voit bien quand on va encore sur les champs de bataille aujourd'hui et qu'on visite les tranchées françaises et les tranchées allemandes. Les tranchées allemandes existent encore, les tranchées françaises sont des sortes de caniveaux où on se faufile comme ça. Et voilà, on est encore dans l'esprit, on va les chasser. Et alors que les Allemands, eux, ils sont dans l'esprit, on va rester là, on ne bougera pas. Décidément, ces allers-retours, cantonnement-tranché et tranché-cantonnement, ressemblent un peu au travail en usine. Anzin-Roclincourt, Roclincourt-Anzin, Anzin-Roclincourt, etc., etc. À Roclincourt, d'ailleurs, les lieux-dits alentours portent des noms étranges. Écurie, moissonneuse, équarrissage. Vocabulaire bien connu de Pierre Veillon, Pierre Chapin et Ange Curet, dont la profession est paysan, comme vous le savez. Le 19 avril, on assiste à une énième cérémonie où les officiers se décorent entre eux. Le 22 avril, le régiment part cantonner à Arras, enjeu stratégique de première importance. L'état-major ordonne de défendre cette position coûte que coûte. Cette ville d'Arras, qui fut au Moyen-Âge l'orgueil du duché de Bourgogne, n'est plus que ruine. Plus au nord, en Belgique, c'est la première utilisation des terribles gaz de combat à Ypres. Bilan, 5000 morts en 5 minutes sur 5 km². Le récit des 4 premiers mois de l'année 1915 peut paraître bien fastidieux, mais cela ne va pas durer. Dans le journal de marche et opération du 4 mai, un officier écrit que l'on prépare l'attaque de Chanteclair, ce qui n'est pas très discret. Les tirs d'artillerie fusent des deux côtés, ce sont des orages d'acier qui arrosent les positions allemandes pour cette deuxième bataille de l'Artois qui s'annonce. Le 9 mai, dans le secteur de Roclincourt, à Saint-Laurent-Blangy, à l'ouest d'Arras, c'est un assaut de grande envergure qui est ordonné sur le segment de Chanteclair. Mission, prendre la première puis la deuxième ligne allemande avec 250 mètres à parcourir. Le 48e régiment d'infanterie de Guingamp n'est pas le seul dans cet assaut, il est appuyé par le 47e de Saint-Malo et le 71e de Saint-Brieuc. Sans oublier le 70e régiment d'infanterie de Saint-Malo avec Jean Doré, leur voisin de Saint-Laurent-Plémy. Quand nos soldats progressent, baïonnettes au canon, leur élan est aussitôt brisé par les fils de fer barbelés. Pire encore, les bocaux que l'on croyait anéantis par les tirs d'artillerie de la veille sont restés intacts. Et c'est de là que surgissent les mitrailleuses allemandes. Et comme si cela ne suffisait pas, une avalanche d'obus de canons de 77 s'abat sur nos paysans bretons. Ce qui a surpris, c'est qu'on a cru qu'après un déluge d'artillerie, il n'y aurait plus qu'à envoyer l'infanterie pour finir le travail. Or, comme on vient de l'expliquer, les défenses allemandes étaient
presque intactes. Mais le pire, c'est qu'à part se planquer dans les trous d'obus, il n'y a pas moyen de se replier. Pour cela, il faut attendre que la nuit tombe. Et vous imaginez bien que les Allemands ne vont pas arrêter leurs mitrailleuses. Et ça continue de plus belle, les morts se comptent par plusieurs centaines. Dans ce piège tendu par les Allemands, nos soldats sont fauchés à tour de bras. Près de la moitié des soldats du 1er et du 3e bataillon du 48e sont tués. C'est un carnage. Bilan de la journée, 96 tués, 543 blessés et 422 disparus. Bilan à froid du journal de marche. Mais l'historique du régiment, rédigé après la guerre, dresse un bilan beaucoup plus lourd, avec près de 1000 pertes, alors que depuis le début de l'année, on déplorait seulement 76 tués et environ 149 blessés. Je rappelle que lorsqu'on emploie le mot « perte », on n'a pas tout dit, puisque par perte, il faut entendre soldats plus en possibilité de se battre, c'est-à-dire grièvement blessés, tués ou faits prisonniers. Alors je vais citer l'historique du régiment, car même si avec le recul, il donne des chiffres plus près de la réalité, voilà le récit qu'il fait de cette journée atroce. Ça vaut le détour. Le 48e avait retrouvé sa jeunesse, son enthousiasme et son allure des premiers combats de Belgique, et le 9 mai 1915, sous le grand soleil, c'était un régiment superbe, dont 2 bataillons, le 1er et le 3e, surgirent des parallèles de départ pour l'assaut de Chanteclair. Bon, maintenant avec un ton plus normal. Nos pertes furent très lourdes. 23 officiers et plus de 1000 hommes, parmi les meilleurs et les plus braves. Le 48e n'avait eu de la victoire française du 9 mai que l'honneur impérissable d'une tâche rude et sanglante. Au-delà de ce blabla qui pourrait nous faire rire aujourd'hui, le 48e perd en une journée 7 fois le nombre de soldats tués depuis le début de l'année. 7 fois. À croire que l'état-major n'a rien appris, ni rien compris. Or, l'historien se doit parfois de nuancer son jugement, car le 15 mai, un ordre d'attaque aurait pu se transformer en une nouvelle boucherie. Cet ordre d'attaque est annulé. Il faut les prendre avec précaution parce qu'un historique de régiment, tous les historiques de régiment ont été créés dans les années 20, avec toutes les sociétés des anciens combattants, essentiellement, ce sont eux qui les ont pilotés, les survivants. Donc avec tout un idéal qui voulait être transmis, je veux dire, tout avait été fait pour le mieux. Donc, et beaucoup plus d'héroïsme que dans la réalité. Et bon, voilà. Ça, c'est chaud. Même si c'est très intéressant, au moins l'historique de régiment permet de bien retracer les déplacements, permet de bien retracer effectivement là où. Après, le contenu lui-même, il est généralement toujours glorieux en quelque sorte. Et ce qui n'a pas toujours été le cas, bien entendu. Après, les journaux de marche, quand ils ont été conservés, parce que certains ont disparu, les journaux de marche qui étaient écrits normalement dans les jours qui suivaient par l'officier de permanence de l'état-major du dit régiment, et plus précis. 5 jours après le massacre, le 14 mai, on assiste à une remise massive de décorations. La médaille militaire en l'occurrence. Ce jour-là, 13 soldats et caporaux sont décorés. Le lendemain, 250 hommes arrivent en renfort. 400 autres suivront 9 jours plus tard. Nous terminons ce 9e épisode par le mois de juin, avec seulement, et je précise le mot seulement avec des guillemets, le 48e régiment d'infanterie de Guingamp n'aura à déplorer que 30 morts et 146 blessés. Le cantonnement s'est déplacé à Duisans, et côté front, les Allemands continuent d'arroser les positions françaises avec de redoutables obus de mortier appelés Minenwerfer. Ce sont les précurseurs du lance-grenade. L'originalité de cette arme, c'est qu'au lieu de faire des tirs tendus, elle fait des tirs en lobe. Ceux qui s'intéressent au foot comprendront. En clair, au lieu de se heurter au parapet de la tranchée, les obus passent au-dessus. Conclusion, malgré l'optimisme de l'état-major, on se dirige vers une 2e année de guerre. Ce que personne au début n'aurait jamais osé imaginer. Et cela fait bientôt 1 an que nos 3 paysans bretons n'ont pas vu leur famille.